Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economy en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site internet silver-economy-expo.com et bien sûr sur nos réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence comme il se doit Franck Nataf, vice-président de FEDE SAP. Bonjour Franck. Oui, bonjour Richard. Alors, FEDE SAP, même si on se doute, qu'est-ce que c'est exactement? Alors la FEDESAP, c'est la principale fédération d'entreprises d'aide à domicile française, qui est affiliée à la CPME, qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 3000 adhérents, 100 000 salariés, 650 000 familles accompagnées au quotidien, et donc qui va promouvoir l'entrepreneuriat dans les services à la personne, et qui va aussi voilà, enfin, proposer un certain nombre d'évolutions réglementaires au pouvoir public, ou en tout cas pouvoir donner son avis sur le sujet. J'imagine que le mot proximité est un mot important pour vous. Essentiel, essentiel, hein, parce que du coup, il y a aujourd'hui le rayon d'action d'une structure d'aide à domicile, d'une implantation, c'est à peu près 20 km de rayon autour d'une agence. Donc, en effet, c'est la proximité, c'est aussi la granularité qui permet de pouvoir fonctionner correctement. Très bien. Alors, j'ai dit le mot proximité, évidemment, on vient de vivre et nous vivons toujours une crise sanitaire, on peut dire importante, hein. Ça a révélé pas mal de problèmes de type isolement, besoin de soins à domicile, etc. Comment est-ce qu'on gère ça pour vous? Ça a été, alors la crise, elle a été beaucoup plus compliquée à gérer sur le premier confinement que sur le second. Mhm. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet d'expérience. Euh, les grosses difficultés qu'on a rencontrées sur le premier confinement, ça rejoint d'ailleurs un certain nombre de propositions qu'on a sur la loi grand âge et autonomie qu'on On va espère y voir venir, venir oui. un jour. Mhm. C'est aujourd'hui, d'un point de vue gouvernance du secteur, on a une gouvernance qui est complètement décentralisée au niveau des départements et on voit que ce n'est pas le bon échelon. L'idée n'étant pas de retirer les départements de la décision, mais plutôt d'y associer d'autres parties prenantes et en particulier de viser un pilotage national qui derrière s'appuie sur des déclinaisons régionales. L'exemple des primes Covid, par exemple, qui ont Mhm. été un imbroglio sans nom, avec une déclinaison avec 102 déclinaisons, étant donné qu'il y a 102 départements, en est l'illustration. Pareil, hein, la pagaille sur les EPI, donc les Ouais. équipements de protection individuelle, les masques, voilà, en démarrage de crise, a été aussi une très bonne déclinaison de ces problématiques-là. Donc il faut qu'on arrive à bouger cette organisation, cette imbrication entre État et département pour que ça fonctionne mieux. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce que vous en parliez, la fameuse loi qu'on attend tous. D'abord, est-ce qu'elle va venir? Et si elle vient, est-ce qu'elle va résoudre les problèmes selon vous? Alors, est-ce qu'elle va venir? Ça, je ne suis pas en mesure de vous répondre. En Mhm. tout cas, ce que je peux vous répondre, c'est qu'aujourd'hui, on a un espoir qui est quand même plutôt douché, puisque ce qu'on voit, c'est que on est reparti sur encore un énième rapport, Ouais. euh, sans faire offense à Michel Laforcade, hein, qui est effectivement quelqu'un de très compétent, ancien DG de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Voilà, enfin, on a déjà eu 5 rapports, ça n'a pas apporté grand-chose. On n'a plus de calendrier parlementaire. Donc, en effet, on est extrêmement inquiet sur ce sujet-là. Mhm. Après, si on a une loi, en effet, il faut qu'elle se penche sur 3 sujets. Primo, en effet, la gouvernance, une gouvernance nationale, comme je viens de vous le développer. Mhm. Deuxio, la partie financement. Troisio, la partie organisation du secteur. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, sur Allons-y. la partie financement, nous, ce qu'on demande, c'est 30 euros par heure de financement, parce que Oui. c'est ça qui permet de faire un véritable Big Bang en termes de prise en charge. Et c'est ça qui permet de changer l'organisation, qui est le troisième point, et donc de permettre aux services d'aide à domicile d'être au centre d'une prise en charge intégrant du soin, puisque, en effet, l'idée, c'est de se dire les services d'aide à domicile aujourd'hui sont
les acteurs qui sont le plus en contact avec la population. Évidemment. L'auxiliaire de vie, elle vient tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Mmh. Donc, du coup, elle est en mesure de remonter un certain nombre d'informations. Et si on était équipé avec, par exemple, si on était en mesure d'employer, par exemple, des infirmières, des infirmiers, des ergothérapeutes, des kinés, voilà, on serait en capacité de proposer un service qui permettrait réellement de maintenir les gens à domicile et de les accompagner à domicile très longtemps et de faire que les établissements et les EHPAD, de manière générale, deviennent des exceptions. Deviennent des exceptions de prise en charge. Ils continuent à avoir leur utilité, mais effectivement, limités à certaines situations où on n'a pas d'autre choix. Mais alors, une aide de qualité à domicile, c'est forcément plus cher pour la personne qui l'utilise ou justement c'est à ça que ces fameux 30 € vont servir? C'est-à-dire, C'est en gros, exactement, il faut que ça nous coûte moins, mais que vous puissiez payer plus, en fait. c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de se dire, la problématique du reste à charge, elle est majeure. Mmh. Néanmoins, si on ne raisonne qu'avec un bout de la lorgnette, en se Oui. disant il ne faut pas que ça coûte trop cher aux gens, et c'est un peu la manière dont on a raisonné. On a raisonné de deux manières. Un, il ne faut pas que ça coûte trop cher aux gens. Deux, il faut que ça soit compétitif par rapport au travail au noir. Mmh. Parce qu'en effet, c'est de là d'où le secteur vient, hein, malheureusement. Évidemment. Donc, ça, c'est bien. En revanche, le reste à charge, il est dimensionné par le niveau de prise en charge. Donc, à un moment, il faut que l'État prenne les choses en main, accepte de financer beaucoup plus, en se disant que, un, c'est un investissement, Mmh. puisque du coup, bah, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher que de financer les murs d'un EHPAD ou d'un établissement, hein. J'allais y venir. Il y a pas ce coût de l'immobilier à financer. Deux, que aujourd'hui, on a des silos entre le sanitaire, le médico-social et les SAD. Donc, par exemple, pour une prise en charge, on va avoir trois structures différentes. Tout bêtement, hein, pour prendre une illustration vraiment très basique, du coup, on a évidemment trois directeurs de ces trois services. Voilà. Si on n'en a qu'un seul, bah évidemment, enfin, tout le monde comprend bien que ça coûte aussi moins cher et que c'est plus efficace. C'est logique. Donc l'avenir, c'est moins d'EHPAD et mieux vieillir à domicile. Ah bah, en tout cas, moi, c'est ce qui me lève de mon lit tous les matins. C'est de me dire tout ce que je pourrais faire pour moi-même ne pas aller en EHPAD, bah, c'est déjà ça de prix. Deuxio, je sais parce que je le vois en fait. On est aujourd'hui en capacité de pouvoir gérer des personnes extrêmement dépendantes, en situation de handicap très lourd à domicile et de manière quasi permanente. Mmh. La problématique qui se pose aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une des raisons qui fait maintenir les EHPAD en situation, c'est le coût, c'est le reste à charge. Bien sûr. En revanche, s'il y a une meilleure prise en charge de l'État, bah, le coût pour le particulier, il peut tout à fait rester plus bas. Et encore une fois, n'est pas de dénigrer la prise en charge qui est en EHPAD, hein. Mmh, bien sûr. La prise en charge qui est en EHPAD, elle est utile pour, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, un nombre de plus en plus restreint de personnes. Exact. Donc C'est du moins de coup, 10%, hein, je crois, c'est ça? Moins de 10% exactement, des personnes très âgées tout à en fait, tout à dépendance. fait. Tout à fait. Donc, du coup, c'est effectivement un dispositif qu'il faut bien entendu maintenir, qu'il faut concentrer sur vraiment les situations les plus graves, en particulier avec des problématiques cognitives importantes, type Alzheimer, poussée, voilà. Mais aujourd'hui, toutes les personnes qu'on est en capacité de pouvoir accompagner à domicile, il faut le faire en fait. Et pour D'accord. ça, il faut aussi beaucoup plus de moyens. Or, quand on regarde budgétairement les équilibres, là, on a encore eu une illustration, hein, sur la partie revalorisation salariale. Mmh. 1,4 milliard pour les EHPAD, 200 millions pour le domicile. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire en réalité. Non, mais c'est-à-dire que si on Oui, veut oui. garder 90% des gens à domicile, bah, faut investir beaucoup plus sur le domicile que sur les EHPAD. Voilà, c'est tout. C'est logique. C'est un problème de lobbying, Oui, peut-être? forcément un peu, oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fédérations dans le Ouais. domicile. Il y en a Mmh. beaucoup plus dans le domicile que dans les établissements. Donc, on avance en ordre très dispersé. Ouais, c'est ça. Et nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est effectivement d'arriver à, à pouvoir parler au maximum. Et on a réussi à le faire à plusieurs reprises avec les autres Mmh. fédérations, d'une seule voix. Alors, pardon pour la question du béotien qui va venir, mais revaloriser, est-ce que ça veut dire plus d'impôts pour Madame Michu, pour nous tous?
Et peut-être que c'est ça qu'il faut et que c'est nécessaire, hein, mais c'est pas Je péjoratif. pense que, alors, il peut y avoir, alors, sur la partie financement, on a encore un rapport qui est sorti, hein, le Mmh. rapport Mmh. de Monsieur Vacher, qui liste, alors je ne sais plus, je crois que c'est quasiment 200 mesures différentes, euh, dont de nouvelles taxes, dont par exemple du recours à l'impôt sur la succession, Mmh. dont par exemple de l'assurance dépendance privée. Voilà. En tout cas, alors moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste de ces mécanismes de financement pour vous dire c'est exactement ça qu'il faut faire. Voilà. Mmh. En revanche, ce que je sais, c'est que des sujets sur lesquels on a 90% des Français qui sont d'accord pour dire je veux rester chez moi coûte que coûte, Oui, bien sûr. il n'y en a pas beaucoup dans la société française. Mmh. Donc, en tout cas, c'est un sujet sur lequel il faut se donner les moyens d'avancer et il faut se donner une capacité à prendre en charge les gens de manière correcte, puisque, in fine, bah, dans 30 ans, ça sera, dans 30, 40, 50 ans, ça sera nous qui serons pris en charge. Donc, Exact. on travaille aussi pour nous. Je vous remercie d'ailleurs par avance. Merci. Juste pour terminer, là, on est en visioconférence, évidemment. Le numérique a pris pas mal de poids depuis la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que c'est un des chemins vers, on va dire, moins de dépendance, d'isolement? Bien entendu. Bien entendu, le numérique, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, dans le cadre du Ségur, par exemple, il y a des fonds qui ont été débloqués, aussi bien pour la santé que pour le médico-social, pour pouvoir investir sur des aspects numériques. Alors, c'est bien, c'est très bien, on va pas dire le contraire, hein. Oui, bien En sûr. revanche, il faut que ça soit pensé dans une vision stratégique globale. Et tant qu'on n'a pas une loi qui nous dit, en fait, voilà, on va changer le braquet complètement, on va vous donner des moyens, et typiquement, par exemple, voilà, on va vous donner 30 euros par heure. Oui, Moi, si on me donne 30 euros par heure en termes de financement, je n'ai pas besoin d'avoir une aide complémentaire pour faire de l'innovation numérique. j'ai compris. J'ai une capacité qui me permet, comme n'importe quelle entreprise dans n'importe quel champ économique, bah, de pouvoir investir, faire des choix de R&D, par exemple. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. De Mm. la même manière, on parlait des masques et tout ça. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé à devoir avoir des masques gratuits? Ben, parce que les structures n'ont pas les moyens de les payer, en fait. Parce que, et ça montre bien le sous-financement chronique dont on souffre. Effectivement, il y a du boulot, comme on dit. Est-ce que c'est quand même un secteur que vous conseilleriez à quelqu'un qui démarre, qui voudrait se lancer et lancer sa boîte? Ce serait une bonne idée? Alors, c'est un secteur, moi c'est un secteur que je trouve passionnant, hein. Oui, Je suis dedans depuis 15 ans et je l'ai vu évoluer, je l'ai vu se professionnaliser très fortement, hein. Donc, oui, évidemment. En revanche, euh, on a eu toute une période entre 2010 et 2015 qui était un peu la ruée vers l'or, hein. oui, Bah, la ruée vers l'or, il faut le savoir, même au Klondike, hein, ceux qui ont fait fortune, c'est plutôt les gens qui vendaient les pelles que les chercheurs exact. d'or, hein. Voilà. Donc, celui qui aujourd'hui se dit je pars dans ce secteur-là et dans 3 ans je suis millionnaire, bon, faut qu'il Il n'y ait en a pas beaucoup beaucoup. d'espoir. Il faut avoir un petit côté rêveur aussi. En tout cas, moi, je trouve que c'est un secteur qui est passionnant. C'est des vrais enjeux de société très long terme, hein. C'est des enjeux qui concernent tout le monde, Oui, de la petite enfance, parce qu'on peut s'occuper aussi de personnes handicapées, d'enfants handicapés. Et il y a des vrais sujets là-dessus, sur la scolarisation, sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Aussi bien que, oui, sur des questions de longévité, d'arriver à rester coûte que coûte chez soi, voilà, mm, pour beaucoup de gens, dans son environnement, auprès de ses proches, auprès de sa famille, dans la commune qu'on a toujours connue, qu'on a choisie, auprès de ses meubles, enfin, vous oui, voyez, c'est vrai. de vivre Oui, dans bien ses sûr. meubles, Mm. voilà, pas dans une chambre d'hôtel sur lequel, en fait, tout est standardisé, quoi. On est d'accord. En tout cas, vous êtes très passionnant et passionné et ça donne envie, en Merci. tout cas.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Franck Nata. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.